Bonjour à vous toutes et vous tous, je suis ravie de vous accueillir dans ce podcast Énergie à la une, un nouveau podcast de Peppernest. L'objectif, mieux faire comprendre les enjeux énergétiques dans un contexte de plus en plus complexe et concurrentiel. Et nous allons nous poser cette question dans ce nouvel épisode, pour ou contre le post-ARENH. Alors évidemment, on va vous rentrer en détail dans un instant sur l'ARENH, réexpliquer ce qu'est ce mécanisme, si je puis dire, qui va prendre fin à la fin de l'année. En tout cas, le sujet est d'actualité puisque le 21 mars dernier, le PDG d'EDF, Luc Rémont, a été démis de ses fonctions par l'Élysée. Il était sous le feu des critiques des grands industriels français qui renégocient actuellement leur contrat d'électricité de long terme. Donc on est vraiment dans l'actualité. Et pour en débattre, je suis ravie d'accueillir Fabien Chaunet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Fabelsis, qui est une société de conseil et d'investissement, notamment dans le secteur de l'énergie. Et vous allez nous expliquer tout ça puisque vous avez proposé la création de cet accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Ça sera bien de faire un petit rappel et de repréciser exactement ce que c'était pour comprendre aussi ce que sera le post-ARENH. Et pour échanger avec vous, Anne Debréjas, bonjour. Vous êtes ingénieure de recherche chez EDF et porte-parole également du syndicat Sud Énergie. Donc merci à tous les deux d'être présents pour ce podcast. Comme je le disais, on va parler d'ailleurs dans un instant de la gestion du parc nucléaire avec vous. Mais d'abord, puisqu'on est là pour discuter post-ARENH, pour ou contre avec vous cette question choc, c'est peut-être important de rappeler d'où est né ce dispositif introduit par la loi sur la nouvelle organisation du marché de l'électricité. C'était en 2010. Il s'arrêtera donc à la fin de cette année, le 31 décembre. Fabien Chaunet, quel était l'objectif dans la création de l'ARENH ? Alors, ça date d'avant 2010. Les débats ont commencé en fait en 2005. Donc à cette époque-là, moi, je venais de créer Direct Energy, donc un nouveau fournisseur d'électricité sur le marché français. Après avoir quitté EDF, où je travaillais à la division recherche et développement, la division études et recherche à l'époque. Et en fait, on a été confronté à ce moment-là à une augmentation des prix de l'électricité, et les industriels qui avaient quitté les tarifs réglementés étaient évidemment pas très contents et se posaient la question de savoir comment on faisait pour répercuter l'avantage du nucléaire français auprès de l'ensemble des consommateurs dans un monde où il y a plusieurs fournisseurs. Alors là, je voudrais d'abord commencer par dire un point qui est très important pour bien comprendre les enjeux autour de cette libéralisation du marché. Il y a deux activités. Il faut bien dissocier les deux activités pour comprendre les différentes problématiques, parce qu'en fait, c'est très différent. Il y a les producteurs qui ont une activité particulière et les fournisseurs qui ont une autre activité. Et en réalité, alors c'est vrai que historiquement, c'était le même opérateur qui faisait ça en France, EDF, mais vous avez maintenant dans le monde libéralisé des acteurs qui ne font que de la production, des acteurs qui font que de la fourniture. Nous, à l'époque, Direct Energy, ce qui n'était plus le cas à la fin, mais à l'époque, on n'était que fournisseurs. À ce moment-là, au moment où les prix de marché ont commencé à évoluer largement au-dessus des coûts de production nucléaire, la plupart des opérateurs étaient favorables au fait qu'on abandonne les tarifs réglementés, qui reflétaient l'avantage nucléaire pour les consommateurs, de manière à ce que tout le monde soit à un pied d'égalité sur les prix de marché, y compris EDF, j'ai envie de dire, évidemment. Nous, nouvel entrant, Direct Energy, on est arrivé, on s'est dit, mais attendez, nous on est là pour que les consommateurs bénéficient de la concurrence dans le domaine de la fourniture. Si pour cela ils perdent les bénéfices de la filière électronucléaire française, qui est une politique française, ils vont être au total, ils vont être perdants. Donc c'est pas possible. Donc on refuse cette logique-là. Et donc moi, ce que j'ai fait, j'ai dit, à partir du moment où le parc de production nucléaire est assimilable à une infrastructure essentielle, qui est possédée en monopole par un producteur, si on veut qu'il y ait une concurrence parmi les fournisseurs, comme pour chaque infrastructure essentielle, il faut qu'il y ait un accès régulé des tiers à cette infrastructure essentielle. C'est exactement comme le réseau, en fait. Le réseau de transport et distribution, c'est une infrastructure essentielle, qui est même en monopole naturel. Il faut que les fournisseurs aient un accès à ce réseau. Et donc, j'ai proposé un accès régulé à l'infrastructure essentielle de production nucléaire. Alors, évidemment, à l'époque, quand j'ai proposé ça en 2006, d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai créé l'Association nationale des opérateurs détaillés en énergie, l'ANODE, pour porter cette proposition-là dans le cadre du débat parlementaire de la loi de 2006. Alors, on m'a rigolé au nez. On m'a dit non, hors de question, ça. Ils ont inventé le tartame à la place. Je ne vais pas revenir sur le tartame, parce que c'est vraiment il y a très très longtemps. On va pas revenir dessus. Bon, on a évidemment attaqué cette loi qui était la loi d'ouverture du marché en 2007, au particulier à la Commission européenne. On a fait un certain nombre de contentieux pour expliquer que ça ne marcherait pas et que c'était pas possible. En 2008, alors je refais un petit peu l'histoire pour qu'on comprenne bien. En 2008, je crois, le cabinet du ministre chargé de l'énergie à l'époque, Jean-Yves Borloo, nous convoque en disant écoutez, arrêtez vos contentieux. On a compris. La seule manière de respecter nos engagements pour ouvrir le marché de la fourniture à l'aval aux consommateurs, tout en transmettant l'avantage compétitif du nucléaire, qui est une activité dans la production, c'est de mettre en place un accès régulé, effectivement, à l'énergie nucléaire historique. Donc, la commission Champsor a été mise en place pour
éluder les autres options envisageables. Les autres options, c'était de diviser le parc de production nucléaire en plusieurs opérateurs, donc ça, évidemment, c'était pas du tout souhaitable. La troisième option qui a été éludée, c'est l'option, à l'époque, on parlait de l'option belge, qui était de taxer la rente nucléaire et de la redistribuer aux consommateurs. Je pense qu'on va reparler de cette option bientôt, parce que c'est ça qui est proposé pour le post-ARENH et qui est évidemment pas du tout souhaitable et efficace. Et donc, toutes ces options-là ont été évincées dans le cadre de cette commission Champsor et a été mis en place dans le cadre de la loi NOM, après une discussion compliquée avec la Commission européenne en 2009, dans le cadre de la loi NOM en 2010. Voilà, donc les principes de l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique, c'est très simple, c'est faire en sorte que les consommateurs puissent bénéficier à la fois de la production nucléaire, davantage de la production, et en même temps de la concurrence dans la fourniture. Et j'en profite pour dire un point important. Aujourd'hui, vous tous, vous achetez très peu de choses directement du producteur. Parce qu'il y a un certain nombre de gens qui disent « Ah non, mais il faut être producteur pour être fournisseur. » Enfin, essayez de compter ce que vous achetez dans la rue directement au producteur. C'est quasiment jamais le cas, et je ne parle même pas sur Internet. Et vous avez toujours des intermédiaires. Donc le fait d'avoir dans la concurrence dans la production et la concurrence dans la fourniture est évidemment souhaitable en matière d'optimum. Ça pose beaucoup de questions dans l'électricité, parce que c'est un produit très spécifique, c'est vrai, mais c'est souhaitable. Parce que le fournisseur, il a un rôle important à jouer auprès du consommateur. C'est lui qui est en relation avec le consommateur pour lui transférer les signaux économiques du système électrique, qui sont des signaux économiques compliqués, parce qu'on parle du réseau, il y a des problématiques de développement et d'exploitation du réseau, on parle du parc de production, mais on parle également de tous les enjeux de la transition énergétique. Donc le fournisseur, il a un rôle très important à jouer, j'ai envie de dire indépendamment du producteur. Voilà. D'où l'importance de mettre en place ce type de transfert pour que le consommateur soit pleinement bénéficiaire des ouvertures à la concurrence. Alors, on a bien compris qu'il faut évidemment expliquer l'historique, un peu l'ARENH. Alors, en quelques chiffres, hein, c'est un dispositif, comme vous l'avez dit, qui permet aux fournisseurs alternatifs d'accéder à un prix régulé. Non, excusez-moi, je vous coupe. C'est pas aux fournisseurs actifs, c'est aux consommateurs de bénéficier via n'importe quel fournisseur. C'est un transfert de la compétitivité nucléaire du producteur en monopole nucléaire vers le consommateur, quel que soit son fournisseur. Comme quoi, il valait mieux le repréciser. Et donc, ce sont des volumes quand même qui ne peuvent pas excéder 25% de la production du parc nucléaire historique. Ça, c'est une idiotie. C'est une idiotie. Ce n'était pas du tout ce qu'on proposait. Est-ce qu'aujourd'hui, l'accès des tiers au réseau électrique via n'importe quel fournisseur est limité à 25%? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous dépassez les 25%, il se passe n'importe quoi. Imaginez que l'accès des tiers au réseau électrique soit limité à 25%. À partir du moment où les fournisseurs alternatifs dépassent 25% de part de marché, on va demander aux fournisseurs alternatifs d'aller amener des camions de batterie pour alimenter les clients parce qu'ils ne peuvent pas avoir accès au réseau. Là, moi, j'ai proposé un accès régulier à l'énergie nucléaire historique, à l'instar de l'accès des tiers au réseau, mais pas dans les modalités qui ont été proposées. Le plafonnement est une idiotie et qui a provoqué plein de problèmes par la suite. On va peut-être en reparler. Oui, justement. Anne de Bréja, je vais vous faire réagir. Il y a aussi la question du prix, et ça, on va y revenir aussi, parce qu'il y a un prix qui a été fixé, mais je vais quand même passer la parole pour pouvoir réagir à Anne de Bréja. Justement, ce dispositif, à chaque fois, il y a notamment cette audition qu'on veut mettre en avant à l'Assemblée nationale en 2022 par la commission d'enquête qui visait à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France, où 3 anciens PDG d'EDF, Pierre Gadonex, Henri Proglio, Jean-Bernard Lévy, ont tiré à boulet rouge sur ce mécanisme en parlant de pilules empoisonnées, surréalistes, un mécanisme pernicieux. C'est un avis que vous partagez ? Non, c'est pas un avis que je partage. Je suis assez d'accord avec Fabien Chaunet là-dessus. Le parc nucléaire, enfin, c'est un bien commun, c'est essentiellement des coûts fixes, c'est exactement comme le réseau, effectivement, et donc il faut un prix réglementé transmis aux consommateurs. Je dirais que c'est la même chose pour l'hydraulique. C'est aussi essentiellement des coûts fixes, c'est un bien commun, ça devrait être, les prix aux consommateurs devraient être basés sur les coûts de production. On fait l'ensemble des coûts de production, on fait la somme et on le répartit entre l'ensemble des usagers ou des consommateurs de manière équitable. Je pense qu'on pourrait dire la même chose sur les parcs éoliens en mer, etc. Et on va arriver à la conclusion que ce qu'il faut, c'est, comme les réseaux, un tarif réglementé basé sur les coûts. Donc là, on est dans une situation, avant l'ARENH, on était dans une situation où les prix reflétés aux consommateurs étaient basés sur les prix de marché qui ne correspondent pas aux coûts de production. Les prix de marché, peut-être je peux en dire un mot, ça correspond à ce qu'on appelle le coût marginal, c'est-à-dire le coût de production d'une unité supplémentaire. Alors, comme une unité supplémentaire à l'échelle européenne, comme cette unité supplémentaire elle ne peut pas être faite par tous les moyens les moins chers, puisqu'ils produisent déjà au maximum, la seule unité qui peut produire une de plus, c'est la plus chère en production. En ce moment, c'est plutôt une centrale à gaz. Et donc, combien ça lui coûte? Le prix du gaz. Et donc, on se retrouve avec un prix de marché qui dépend essentiellement du prix du gaz. Très volatile, pas contrôlable, et ça a créé des crises. Ça a créé des crises par le passé, ça continue à en créer. Et donc, c'est récurrent, on n'arrête pas de dire, et ça arrête de fauder, on fait les deux. À chaque fois, on nous dit il faut aller vers des factures des consommateurs qui se rapprochent des coûts de production, et en même temps, on veut maintenir un prix de marché qui ne correspond pas aux coûts de production.
Donc dans ce paysage, assez, saugrenu, on va dire, assez incompréhensible, on a mis une rustine, l'Arenh, qui consiste à dire, au moins pour le nucléaire, on va plafonner. Alors il y aura des choses à dire, peut-être qu'on y reviendra, parce que ce n'est qu'un prix plafond. Ça veut dire que quand les prix descendent en dessous du prix de l'Arenh, EDF vend à perte. Donc c'était 40 au départ, C'était 42 42. euros. Ça a été 46 mois, puis 42 euros. euros, qui étaient censés refléter les coûts complets de production du nucléaire historique. Alors, il y a eu des débats là-dessus, est-ce que ça reflétait bien le coût de production ou pas? Bon, voilà. C'était l'idée de transmettre donc aux consommateurs le coût complet de production du nucléaire quand les prix de marché étaient au-dessus. On n'avait pas apparemment anticipé le fait, je ne sais pas quel était votre Non, je le confirme. le fait que ça pouvait descendre en dessous. Mais voilà, on a un système que tous les consommateurs, d'ailleurs, au moment où on a commencé à parler de fin de l'Arenh, qui était prévue dès le début, tous les consommateurs, que ce soit les plus petits comme les plus grands, ont dit mais ça nous a quand même un peu protégés pendant la crise, cette Arenh. Donc nous, on veut une régulation du prix. Donc en conclusion, oui, il faut une régulation du prix. L'Arenh y participait, était très nettement insuffisant et avait des problèmes. Mais il faut aller vers une régulation beaucoup plus forte que ça. Et donc, moi, je passe un stade au-dessus, peut-être qu'on y reviendra. C'est que, pour moi, l'activité de fourniture ne correspond pas vraiment à un besoin, quoi. Ça n'existait pas avant. Il y a une activité de facturation. Maintenant, transmettre un prix au consommateur, pour moi, ça doit relever d'un tarif réglementé pour tout le monde. Alors, on va y revenir parce que quelque part, c'est aussi toutes les questions de Constaran. Mais continuons un peu sur l'Arenh. Vous avez quand même parlé des fournisseurs. Est-ce qu'ils ont vraiment joué le jeu dans l'histoire? Souvent, on les a pointés du doigt aussi. Alors, Donc, vous avez oui, profité d'un système. oui, alors c'est effectivement, vous savez, moi, quand j'ai démarré Direct Énergie, j'ai proposé 2 choses. J'ai proposé l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique, parce que je pensais que c'était indispensable pour que les Français bénéficient pleinement de la libération, je l'ai déjà dit. Mais j'ai également proposé rapidement une rémunération de la capacité. D'ailleurs, on m'a pointé du doigt, on m'a dit, mais vous, fournisseurs purs, vous n'êtes pas producteurs, vous proposez de payer les producteurs pour leur énergie plus leur capacité. Je leur ai dit oui, parce que si on ne rémunère pas la capacité, on ne garantit pas la sécurité d'approvisionnement. Et si un jour, il y a des problèmes de sécurité d'approvisionnement, qui on va pointer du doigt? Les fournisseurs qui ne sont pas producteurs. C'est exactement ce qui s'est passé pendant la crise de 2022. Et ça, je l'ai dit en 2004. Donc, ça finit par arriver, parce que évidemment, les malheurs finissent toujours par arriver. Donc, effectivement, quand il y a des problèmes, on pointe toujours du doigt les fournisseurs, alors qu'en réalité, encore une fois, il y a vraiment 2 activités différentes. Et en 2022, on avait vraiment un problème en fait d'équilibre de la production. Donc, pour vous, ça vient du mécanisme finalement. C'est ce qui s'est produit ou pas? Ça vient du mécanisme, et je voudrais revenir sur l'Arenh pour vous dire, et là vous avez tout à fait raison, en fait dans l'Arenh, il y a plusieurs défauts. Il y a des défauts de conception et des défauts de mise en œuvre. Dans les défauts de conception, vous l'avez dit, il y a l'asymétrie. Alors là, j'en porte une part de responsabilité. À l'époque, mais c'est vrai aussi pour EDF et l'administration de l'époque, personne n'imaginait que les coûts puissent redescendre en dessous, les prix de marché puissent redescendre en dessous de 42. De la même manière d'ailleurs qu'on n'avait pas imaginé que les prix de marché de gros dépassent le coût de production des énergies renouvelables et que les énergies renouvelables deviennent contributeurs au budget de l'État. Et donc, dans les 2 cas, en fait, on avait octroyé aux opérateurs qui bénéficiaient de ces dispositifs des optionnalités. Les producteurs renouvelables ont eu l'option de quitter les contrats d'obligation d'achat et d'aller vendre sur le prix de marché gros, et on n'avait pas du tout imaginé. Bon, ça a provoqué un certain nombre de problèmes par la suite juridiques. Pareil pour l'Arenh, il n'avait pas été anticipé que les fournisseurs, entre guillemets, jouent le jeu, mais là, contre l'intérêt d'EDF, à savoir quitte l'Arenh quand les prix de marché gros étaient beaucoup plus bas que l'Arenh. Et je ne vous le cache pas, Direct Énergie l'a fait, parce que c'était des jeux. Mais en même temps, dès que c'est arrivé, Direct Énergie et l'Anode, on a proposé que l'Arenh devienne symétrique. Parce qu'il est hors de question de faire subir à EDF finalement une obligation sans avoir de droit équivalent. Alors, cette Arenh symétrique, ça devient un contrat pour différence, comme pour le renouvelable. C'est exactement ce que la France a négocié et obtenu d'ailleurs de Bruxelles. On en reparlera sans doute pour le post-Arenh. Mais nous, on l'a proposé immédiatement. Évidemment, on a joué le jeu, mais on l'a proposé immédiatement parce que il est hors de question de tuer EDF et de tuer la filière nucléaire. C'est totalement absurde, ça n'a aucun sens. Donc, mais c'est un défaut de conception, il y en avait plein d'autres. Le plafonnement était un défaut de conception et qu'on n'avait pas proposé, et qui a posé plein de problèmes au moment où on a commencé à parler d'écrêtement. Le prix, là, c'est un défaut de mise en œuvre parce qu'il était prévu effectivement un décret qui permet de faire évoluer le prix en fonction des coûts. Ça n'a jamais été mis en place, alors pour plein de raisons sur lesquelles on pourra revenir si vous le souhaitez. L'attribution euro-saisonnalisée des droits est une erreur monumentale parce que ça a créé des biais, des incitations malsaines de certains fournisseurs qui, effectivement, ont pris des clients au printemps et les ont gentiment recommandés de partir à l'automne pour bénéficier des droits d'Arenh octroyés en été et bénéficier de l'Arenh qui est toute l'année. Ça, c'est vraiment un défaut de mise en œuvre. Autrement dit, ce que je suis en train de dire, c'est que les principes de l'Arenh sont excellents. Le fait que les consommateurs français bénéficient de la politique française et uniquement française, parce que les étrangers n'en veulent pas, en faveur du nucléaire, c'est normal. Et ça n'a pas été simple à obtenir à Bruxelles.
Maintenant, malheureusement, dans le cadre de la conception et de la mise en œuvre, on a fait plein d'erreurs. Il faut faire un retour d'expérience, un vrai retour d'expérience sur l'Arenh. Pas la commission d'enquête. Il n'y a pas eu vraiment de bilan. Non, il y a eu un semi-bilan dans le cadre de la commission d'enquête dont vous avez parlé, mais ils ont invité 82. Ils ont auditionné 82 personnes, ils n'ont invité aucun représentant des fournisseurs alternatifs. Aucun. C'est un peu bizarre quand même, hein, pour une commission qui cherche la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, moi je trouve. Et d'ailleurs, ils ont dit n'importe quoi sur l'Arenh dans leur rapport. Donc oui, il faut faire un vrai retour d'expérience, et puis il faut envisager le post-Arenh en tenant compte de cette expérience. Enfin, moi, le bilan que je fais globalement du marché, c'est qu'on procède toujours comme ça. On met en place des mécanismes. Enfin, le système électrique est par nature déjà très compliqué. Il faut maintenir un équilibre sur l'ensemble du parc avec des contraintes multiples. On a ajouté une couche de complexité en voulant mettre en concurrence donc une électricité qui est la même pour tout le monde. Quand on accède au réseau, c'est comme l'eau, hein. C'est comme si on avait plusieurs fournisseurs qui vendent la même eau sur un même réseau. On ne voit pas très bien ce que ça représente. Et donc, on crée des mécanismes. Alors, vous en avez cité plusieurs, hein, effectivement, le dépassement de CFD, l'Arenh, le marché de capacité qu'on n'avait pas prévu au début. On n'avait pas imaginé qu'on n'arriverait pas à financer les moyens de pointe qui ne se déclenchent que quand il y a vraiment un besoin. On se lance sans étude d'impact, on ne fait pas les bilans, on voit que ça dysfonctionne, parce que à mon avis, on n'y arrivera jamais, hein. Là, on sort d'une réforme des marchés où, à nouveau, une grande réforme où il y a eu de très longues discussions, où, à nouveau, on n'a pas fait d'études d'impact parce que, soi-disant, on n'avait pas le temps. On voit déjà les limites et on continue sur un secteur qui est quand même essentiel à la transition énergétique. Bon, je pense qu'au bout d'un moment, il faut tirer un bilan de ça. On ne peut pas à chaque fois jouer les apprentis sorciers et dire on va ajouter une rustine sur ce système, très compliqué en général. Ah non, on n'avait pas vu les effets pervers, on va le corriger. Ce qu'on pourrait citer aussi, il y a eu pendant la crise ce qu'on appelait un arbitrage au tarif réglementé de vente, c'est-à-dire que EDF est obligé, heureusement pour l'instant, de proposer aux petits consommateurs un tarif réglementé par l'État. Il fixe en début d'année et c'est maintenu toute l'année. Les fournisseurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Beaucoup, hein, beaucoup ont fait ça et c'est normal, effectivement, c'est leur jeu. Ils avaient un portefeuille de clients, ils avaient acheté l'électricité à l'avance pour pouvoir les fournir. Ils ont vu les prix de marché monter énormément. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait partir leurs clients. Ils avaient un mois de préavis en leur disant si vous voulez, vous pouvez payer vos tarifs réglementés de vente chez EDF. Et puis, ils ont revendu leur électricité sur le marché de gros en faisant une marge. C'est le cas d'une sanction pour pratique abusive, par exemple, de l'énergie. Mais bon, il y a eu la sanction pour Arenh. Ça, ce qu'on appelle l'arbitrage au tarif réglementé de vente, je ne suis même pas sûre que ça soit illégal. Et tout le monde l'a fait, c'est normal, c'est l'activité des fournisseurs de faire en sorte de faire. Je ne peux pas vous dire que tout le monde l'a fait, il y en a très peu qui l'ont fait. Ça se compte sur les doigts d'une main. Et d'ailleurs, il y a eu un rapport sénatorial sur le sujet qui a été confirmé par la Creux. Non, sur le sujet également. Et là, il y a quelques opérateurs qui l'ont fait, qui représentent un pouillème de clients. Parce que, évidemment, les gros opérateurs que sont Total Energy, Engie, Octopus, tous ces gens-là ne l'ont pas fait. Il y a quelques petits fournisseurs qui l'ont fait, qui concernent un nombre de clients toujours trop important, mais c'est vraiment marginal. C'est marginal. C'est pas ça les gros enjeux et les problématiques qu'on rencontre sur le marché. Le nombre de clients qu'EDF a récupéré n'est pas marginal, hein. Donc il y a eu ça, il y a eu plein de... Mais je pense que c'est même pas illégal ce qui a été fait là. Donc je ne vois pas ce qu'on peut leur reprocher. Il y a la question de l'abus d'Arenh, il y a la question du respect du code de la consommation. Je ne sais pas, hein, je suis pas magistrat, je ne suis pas juge. De toute façon, ça va être vu, mais c'est pas propre. C'est pas souhaitable. Pour l'image de la concurrence, c'est pas bien et je suis tout à fait d'accord avec ça. Oui, mais pour les consommateurs dont on va parler aussi, parce que vous l'avez déjà évoqué, c'est un sujet important. Donc on va y arriver. J'ai bien compris finalement que le mécanisme, on est en train de dire qu'on compte, mais finalement le mécanisme avait aussi ses limites. Et c'est pour ça, voilà, qu'est-ce qu'il va y avoir post-Arenh quand ça va s'arrêter? On va en parler, mais peut-être... Alors je sais que vous ne parlez pas, Anne de Bréjas, nécessairement au nom d'EDF, à être très clair. Il y a juste quelques questions quand même qu'on a à se poser un petit peu sur le taux de disponibilité du parc. On sait bien que pendant la crise, ça a été un sujet majeur. EDF a produit en 2022 100 TWh de moins que d'habitude. Est-ce qu'on peut évaluer un petit peu la gestion du parc dans le contexte? Alors, ce qui s'est passé en 2022, c'est qu'on a découvert un problème générique sur sur de très nombreuses centrales, en particulier un des paliers les plus récentes centrales, qui a contraint à les arrêter pour réparer. C'était un problème de corrosion sous contrainte, donc l'autorité de sûreté nucléaire a demandé à EDF de réparer. Et donc, effectivement, comme ce défaut, qui était un défaut de conception, a été constaté sur plein de centrales, il y a eu une chute brutale de la production nucléaire, qui est arrivée, il faut le dire, au pire moment, puisque c'était au moment où les prix s'envolaient complètement. Et donc, EDF
alors il y a eu, peut-être qu'on reviendra, EDF a été obligé de mettre un volume supplémentaire à l'arène, mais dans tous les cas, EDF qui avait vendu sa production à l'avance, enfin, soit réservée à ses propres clients, soit vendu le surplus, a dû la racheter sur les marchés à un prix énorme. Et donc, bon, ça a créé évidemment des problèmes financiers. Bon, par ailleurs, on est dans un contexte où on est un parc vieillissant, donc qui est éventuellement moins disponible. On a une disponibilité enfin, je veux dire structurelle moindre que dans d'autres pays, comme les États-Unis par exemple, parce qu'on a un taux de nucléaire qui est beaucoup plus important. Donc, quand on a 75% de nucléaire, avec de l'énergie renouvelable qui se développe et qui passe en priorité, ce qui est normal, c'est-à-dire que quand on a de l'éolien, on ne va pas arrêter l'éolien pour faire du nucléaire, on a un taux de ce qu'on appelle de disponibilité, effectivement, qui est un facteur de charge qui diminue. Bon, là, c'est remonté à un niveau normal. Mais ce qu'il faut justement peut-être relever, c'est que, en fait, comme c'est essentiellement des coûts fixes, des coûts de construction, des coûts de financement, le prix au mégawattheure ou au kilowattheure dépend de la quantité d'électricité produite. Donc, donner un prix au kilowattheure, ça pose de toute façon des problèmes. C'est-à-dire que les années où on produit moins, bah, le prix au kilowattheure remonte. Et les années où on produit plus, ça baisse. Donc ensuite, est-ce que EDF a fait des erreurs dans sa gestion? Enfin, là, en l'occurrence, c'était pas un problème de maintenance, c'était vraiment un problème de défaut générique. Alors, on pourrait critiquer certaines choses sur le parc, mais là, j'ai l'impression que c'était pas en cause. Il y a un point aussi peut-être à soulever qui est important aussi, c'est la question de la modulation. Fabien Chollet. Oui, je crois que sur la question de la gestion du parc nucléaire français, le taux de disponibilité est effectivement très faible, mais ça date pas du développement des énergies renouvelables parce qu'en fait, c'est quasiment historique, hein. Ça fait très longtemps que le taux de disponibilité du parc de production français est relativement faible. Et par ailleurs, la France, encore une fois, bien avant le développement massif des énergies renouvelables, a fait le choix, enfin EDF a fait le choix de moduler sa production nucléaire pour des raisons d'optimisation économique, notamment d'économie de combustible. Ça pose deux questions. D'abord, moi, les questions que j'ai envie de poser, je n'ai pas la réponse, mais j'ai envie de poser la question, c'est savoir sur quel algorithme EDF fait cette modulation. C'est-à-dire, quel est l'objectif? Est-ce que c'est un objectif d'intérêt national ou est-ce que c'est un objectif d'intérêt d'entreprise? Ça, j'aimerais bien qu'on aille creuser un peu sur ce sujet-là. La deuxième question sur la modulation que j'ai, c'est quel impact sur les éventuels défauts, et notamment défauts génériques, que ça peut avoir. Parce que là, c'est pas clair du tout quand on regarde un petit peu les experts sur est-ce que ça peut avoir un impact sur la corrosion sur contrainte ou non. Est-ce que ça fatigue les centrales ou non? Parce que si c'est le cas, le peu d'argent qu'on peut éventuellement gagner en faisant de la modulation, si on le perd sur la durée de vie des actifs qui sont très capitalistiques, on risque de le perdre en fin de vie des actifs. Donc ça, c'est un point qui est, à mon avis, très important à regarder. Je vais peut-être oui, de dire un point là-dessus. Bon, la spécificité, encore une fois, de la France, c'est qu'on a un taux, une part du nucléaire qui est extrêmement importante. Face à ça, on a une consommation qui est très variable dans le temps. On consomme beaucoup plus, presque 2 fois plus en hiver qu'en été, on consomme plus le jour que la nuit, etc. Et donc, on a un parc nucléaire qui est obligé de moduler pour s'adapter à la consommation, plus que dans d'autres pays. Après, effectivement, on a des gestions du combustible, ce qu'on appelle en valeur de stock, quoi. C'est-à-dire qu'on fait un programme d'optimisation qui regarde combien ça coûterait globalement pour la collectivité, à ce que j'en sais. J'ai beaucoup de critiques à faire sur EDF, mais là-dessus, de ce que je connais, pour être dans dans des départements d'optimisation, on optimise les arrêts pour rechargement du combustible de manière à ce que ça coûte le moins cher si on cumule ce que ça va coûter de produire et ce que ça va coûter d'arrêter la centrale à chaque instant. Voilà. Pour bien comprendre, vous avez une liberté de parole aussi sur ces sujets. Voilà, vous ne parlez pas nécessairement au nom de DF. Absolument, et ça montre aussi qu'un parc de production d'électricité, ça se pilote de manière intégrée, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte toutes les contraintes et tous les coûts pour arriver à la fin à faire une optimisation qui fait que ça coûtera le moins cher possible pour la collectivité. Et c'est vrai que sur plein d'aspects, on demande à EDF à la fois de faire une optimisation pour la collectivité et d'être de plus en plus rentable. Ça devient un peu schizophrène, et je pense qu'il y a des sujets sur lesquels on ne fait pas ce qu'il faut. Alors, on pourra en débattre pendant longtemps. Oh, pardon. On va revenir à l'arène et surtout au post-arène. On va dire que les contours du modèle sont définis, même s'il y a encore des petites choses sur lesquelles avancer quand même. Les contours du modèle du post-arène, Ouais. ils ne sont pas très définis, mais de toute façon, on peut être très inquiet du résultat.
Parce qu'aujourd'hui, d'abord, on peut constater que ça ne fonctionne pas très bien. Deuxièmement, si on regarde un petit peu en détail, on sait que ça ne peut pas fonctionner. En réalité, ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi? Parce que ce poste à Rennes, tel que EDF l'a imposé au gouvernement, il est basé sur deux grands volets. Le premier volet, c'est une politique commerciale. C'est fini, voilà, on a mis en avant certains points quand même, en tout cas. Ouais, enfin, quand vous regardez l'article du projet de loi qui en parle, c'est 2 pages et il n'y a pas grand-chose par rapport à la Rennes qui était quand même un peu plus construit, il n'y a vraiment pas grand-chose. Et les 2 volets, le premier volet, une politique commerciale d'EDF pour refléter le nucléaire pour ses clients. Mais à partir du moment où EDF a une politique commerciale autonome qui est en lien avec le marché de gros, qui est européen, qui n'a aucune raison de refléter l'avantage nucléaire français, le marché gros européen, et notamment parce qu'il y a peu d'Européens qui développent le nucléaire, il y a peu d'Européens qui ont autant de nucléaire que nous, il y en a. Donc en fait, déjà, ça c'est une erreur. On ne peut pas espérer qu'EDF, sur la base d'un marché gros européen, fasse des offres qui reflètent l'avantage du nucléaire. Alors on me dit aujourd'hui, et la Creux notamment dit, ça m'exaspère, la Creux dit, ah bah oui, ça marche à peu près, ça colle. Bah oui, mais pourquoi ça colle aujourd'hui? Des contracts for difference, comme on dit, non, c'est les contrats d'allocation de production nucléaire, les CAPN, ou les enchères qui font sur les volumes à 4, 5, 6 ans. Non, 3, 4, 5 ans. Aujourd'hui, on dit, bah oui, ça colle à peu près. La Creux a évalué le coût de production nucléaire, environ 60 € par mégawattheure. Les prix de marché sont aux alentours de 60 € par mégawattheure. On dit, la Creux, ça marche à peu près. Mais ça, c'est un pur hasard. Enfin, soit c'est un hasard, et auquel cas, dans l'avenir, on sait que ça n'arrivera plus, parce qu'il y aura des crises à la baisse, il y aura des crises à la hausse, on est quasiment certain, et donc ça ne marchera plus. Soit c'est pas un hasard, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui manipule le marché pour faire en sorte que ça colle au prix de production nucléaire français. Ça, c'est douteux. J'espère que ce n'est pas le cas, parce que c'est très douteux. Donc on sait que ça ne marchera pas dans l'avenir. Donc, et aujourd'hui, d'ailleurs, ce que EDF a proposé, donc les enchères de CAPN, moi j'ai envie de dire c'est du Canada Dry du nucléaire, ça. Pourquoi? Parce que ça a le goût, la saveur nucléaire, enfin ça ressemble à du nucléaire, mais en fait en réalité EDF n'a fait que transférer le risque nucléaire à son client dans ce cadre-là. À aucun moment il a transféré la compétitivité, puisqu'il le met aux enchères. Quand vous mettez aux enchères au profit de tous les opérateurs européens, qu'ils soient d'ailleurs fournisseurs ou même consommateurs, bah évidemment ça va se coller au prix de marché de gros, qui est l'alternative. Alors je ne dis pas que le produit est inintéressant, parce que c'est un produit de 15 ans, hein, c'est quand même assez rare d'avoir des produits de 15 ans. Mais ça n'est pas un produit nucléaire, ça ne reflète pas l'avantage du nucléaire auprès du consommateur. D'ailleurs, si vous voulez mon point de vue, pour refléter l'avantage du nucléaire français et le réserver aux Français, vous avez forcément ce qu'on appelle une clause de destination implicite dans le produit. C'est quoi une clause de destination implicite? C'est une clause qui fait que votre accès au produit est proportionné à vos ventes en France. Si vous n'avez pas cette clause-là dans le produit, vous êtes certain que ça ne transfère pas l'avantage du nucléaire. C'est une clause qu'il y a dans l'ARENH. C'est une clause qui est indispensable, qui est nécessaire, mais qui n'est pas suffisante. Hein, parce que c'est une clause que EDF a mis dans les enchères Direct Énergie, qu'on avait obtenue il y a très longtemps, je ne vais pas revenir dessus, mais qui n'est pas suffisante. En fait, donc aujourd'hui, il est certain que ça ne peut pas fonctionner. Aujourd'hui, conjoncturellement, ça correspond à peu près à quelque chose qui fonctionne, mais c'est sûr que dans l'avenir, ça ne fonctionnera pas. Le deuxième volet, c'est ce qui s'appelle le versement nucléaire universel, le VNU, qui est censé être un parapluie. On nous dit, voilà, c'est un parapluie, si les prix de marché explosent, on va taxer la surrente d'EDF, on va la redistribuer aux consommateurs. Oui, sous forme d'une réduction finalement de la facture d'électricité. Ouais, alors j'ai une très mauvaise nouvelle, c'est que le parapluie il est complètement troué, ça ne va pas marcher du tout, et il y a une démonstration très simple à faire, c'est que vous appliquez cette réforme et ce parapluie à la crise de 2022. Qu'est-ce qui s'est passé en 2022? EDF, effectivement, avait vendu une partie de son nucléaire avant de découvrir la corrosion sur contrainte. Elle est obligée de racheter le nucléaire sur les marchés. A perdu en 2022 29 milliards d'euros à cause de la corrosion sur contrainte. Donc en 2022, qui est la plus grande crise de prix de l'électricité qu'on ait connue, que les consommateurs ont subi, en fait, EDF n'a pas eu du tout de rente nucléaire. Loin s'en faut. Donc pas de rente nucléaire, pas de taxation de la rente nucléaire, pas de versement nucléaire universel. Donc si on avait mis en place la réforme telle que je viens de l'évoquer, dans le cadre de la crise 2022, les consommateurs français auraient été protégés à 0% de leur facture. Alors que grâce à l'ARENH, malgré les défauts de l'ARENH qu'on a évoqués, ils ont quand même été protégés à au moins 50%, entre 50 et 70% en fonction de la nature du client. Donc évidemment, ce post-ARENH est une catastrophe. Il ne faut absolument pas aller dans ce sens-là. Ça permet potentiellement à EDF de vendre au prix de marché, donc peut-être d'aller gagner un peu plus d'argent. C'est ça qu'ils espèrent sans doute. EDF? Non, mais. Les prix sont hauts, si les prix de marché sont hauts. Non, en fait, je veux dire, personne n'est gagnant, si vous voulez que je développe jusqu'au bout. Personne n'est gagnant, pourquoi? Parce qu'en fait, sur le prix du nucléaire, il y a une question de transfert entre le contribuable, qui est l'actionnaire d'EDF, et le consommateur. Dit comme ça, on dit finalement, il n'y a pas de gagnant, parce que c'est à peu près les mêmes, à peu près, pas tout à fait, mais à peu près. En fait, il y a un problème, c'est que ce prix nucléaire, il crée des signaux d'investissement, notamment dans la décarbonation, pour les process industriels, comme pour les usages des consommateurs.
Donc plus ce curseur, vous le mettez vers le contribuable, moins vous avez de transition énergétique. Ce n'est pas très souhaitable. Mais surtout, quand vous mettez tout le monde dans le marché de gros, comme EDF l'a imposé dans ce post-arène, vous avez un risque important pour EDF, que les prix de marché baissent énormément. Ce risque, il a été évalué par la CRE à 5 € par mégawattheure. Dans les 60 €, vous avez 5 € de couverture du risque. Cette couverture du risque, EDF, ça va avoir un impact sur le financement des investissements qu'EDF doit faire. Il y a beaucoup de financements à faire. Et ben, ces 5 € par mégawattheure, ça représente quand même 2 milliards d'euros. En fait, c'est un coût supplémentaire pour EDF dans le cadre de son financement. Il se finance sur les marchés. Les marchés financiers ne sont pas français, malheureusement. Ils sont très, très largement étrangers. Donc, ces 2 milliards d'euros, ils partent essentiellement à l'étranger. Donc, en fait, indépendamment du fait que ce curseur n'est pas forcément bien placé, de toute façon, dans le post-arène que EDF a proposé, vous perdez 2 milliards d'euros par an. C'est catastrophique. Alors, Annick Rezet, peut que faire réagir? En tout cas, parce qu'on parle de consommateurs, visiblement, on voit que ce versement nucléaire universel ne va pas protéger les consommateurs. Vous parliez aussi de 60 € du mégawattheure. Dans tous les cas, on n'est plus aux 40, 42 qu'on pouvait avoir. Et d'ailleurs, l'association UFC Que Choisir a tiré la sonnette d'alarme en parlant d'une explosion des factures en moyenne de 19% de plus. Ouais, alors, c'est une estimation qui va beaucoup dépendre, de l'évolution des prix de marché, effectivement, et dont on est incapable de prévoir, l'évolution. Ce qui est sûr, c'est que, ce post-arène fait l'unanimité contre. Les usagers, les associations de consommateurs, que ce soit les plus petits, comme l'UFC Que Choisir, ou les plus grands comme l'Uniden ou la Clé, disent tous: «L'Arenh, avec tous ses défauts, nous protégeait quand même un peu, et globalement, nous, ce qu'on voudrait, c'est un tarif réglementé qui reflète les coûts». Mais en fait, on est bien dans, alors moi, là-dessus, je trouve qu'EDF se comporte pas du tout comme une entreprise de service public. Il faut être clair. Ils essayent de vendre sur les marchés, absolument. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que bon, ça montre une fois de plus l'impasse dans laquelle on est. C'est-à-dire que on a quand même des objectifs. On a eu donc cette réforme des marchés après une crise qui, je le rappelle, a mis en danger l'industrie française, a déclenché des faillites, a alimenté énormément l'inflation parce que les prix avaient explosé bien au-delà de ce que les coûts de production de l'électricité avaient augmenté. On a fait cette réforme l'Union européenne a fait cette réforme des marchés dont la France est sortie, dont tout le monde est sorti en disant ça doit nous protéger contre ces prix. Il y a eu le seul axe de négociation apparemment de la France était de dire on veut ce qu'on appelle des contrats pour différence, donc des contrats à long terme publics sur le nucléaire historique. Ils ont dit qu'ils l'avaient obtenu après plein de négociations pour finalement ne pas le mettre en place. Mais en fait, quand on lisait les conclusions de la réforme, la France disait on va pouvoir faire profiter aux consommateurs, aux usagers français et en particulier aux industriels de la rente nucléaire française. Ça a été rappelé comme objectif dans le discours d'Emmanuel Macron, le discours de Belfort qui dit les Français doivent profiter du coup bas de la production française. Et dans le même temps, on avait l'Union européenne qui disait on est d'accord avec ces CFD à condition que ça ne crée pas de distorsion de concurrence sur le marché intérieur. Les Allemands qui disaient on est d'accord à condition que les industriels allemands ne paient pas ne paient pas plus leur électricité que les industriels français. Donc on était dans une cacophonie. Dès 2023, c'est vrai qu'il y a eu ce post-arène qui a été expliqué comme un prix cible de 70 € par EDF en disant faites-nous confiance avec notre politique commerciale, on va arriver à 70 €. Quand on demandait mais comment on va y arriver, personne ne comprenait. Moi j'avais demandé à Luc Rémont est-ce que ça sera pour les consommateurs français, ces contrats, et il m'avait déjà dit à l'époque, non, ça sera de l'électricité livrée en France, mais pas spécialement pour les consommateurs français. Et donc, comme à chaque fois, on découvre, donc maintenant 1 an et demi plus tard, que il y a un problème, ça va bénéficier aux industriels. Mais dans une certaine mesure, il faut quand même choisir, quoi. Soit on considère que l'électricité est un bien particulier, public, dont tout le monde a besoin et qu'il faut une équité de traitement, comme c'est reconnu par ailleurs dans le Code de l'énergie. Et dans ce cas-là, il faut Et un ne pas tarif. oublier la précarité énergétique. Et ne pas oublier, exactement. Donc ajouter des mesures dans ces tarifs. Et on va sur des tarifs réglementés, des mesures sociales, pardon. On va sur ces tarifs réglementés comme le réseau. Aujourd'hui, le réseau, il est tarifé en fonction des coûts. Soit on dit c'est en concurrence à l'échelle européenne et chacun, comme c'est fait dans la réforme, chacun va pouvoir négocier avec son fournisseur, voire avec son producteur, des contrats de long terme sur telle ou telle centrale. Et on voit bien que certains vont avoir accès aux centrales les moins chères et d'autres aux centrales les plus chères. Le système électrique, il y a des centrales qui coûtent très peu cher, des centrales qui coûtent très cher. Pour autant, on a besoin de tout. On ne va pas commencer à découper en tranches et à dire un tel industriel ou autre en Allemagne ou ailleurs aura accès à telle centrale pas chère et puis les autres vont au reste. Et en fait, donc c'est tout le système qui est complètement absurde depuis le début et dont on ne se sort pas. Et quid des fournisseurs aussi dans cette histoire? Alors,
Je suis d'accord avec beaucoup de choses, hein, quand on dit qu'on se rend compte après des problèmes, il y a quand même un certain nombre de problèmes dont on se rend compte avant et les erreurs qu'on fait quand même, hein, et notamment le post-Arène. Quand EDF a proposé, sa réforme, tout le monde lui a dit: «Ça ne marcherait pas, c'est pas possible». Il a insisté, il a obtenu le gouvernement. On sait que ça ne marchera pas. On sait que ça ne marchera pas et donc on sait que la prochaine crise, il va falloir basculer sur autre chose. Pourquoi? Parce que si c'est une crise de prix à la hausse, bah, évidemment les consommateurs vont râler parce qu'ils vont subir de plein fouet la crise, comme je l'ai démontré tout à l'heure, et auquel cas on va sans doute aller basculer vers le contrat pour différence, qui est encore une fois un arène symétrique en fait, hein, sur le nucléaire. Et si c'est des prix à la baisse, c'est pareil. Parce que si les prix descendent très très bas, bah, EDF va se retrouver en faillite et donc il faudra évidemment retourner dans l'autre sens. Moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que je voudrais prévenir notamment les autorités. Ce jour-là, que ça soit à la hausse ou à la baisse, ça sera beaucoup plus difficile à négocier à Bruxelles, comme Anne de Brugge l'a dit. Pourquoi? Parce que si les prix sont très élevés, aller négocier un contrat pour différence au profit des industriels français, eh ben, évidemment, nos voisins, notamment allemands, vont crier à l'aide d'État, c'est pas bien, etc. Si c'est à la baisse, c'est les producteurs concurrents d'EDF qui vont crier à l'aide d'État contre EDF. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut négocier un contrat pour différence qui correspond au prix de marché de gros. Donc il faut profiter de la conjoncture actuelle pour négocier tout de suite ce contrat pour différence de manière à assurer sur le long terme le transfert de cette compétitivité nucléaire à tous les consommateurs, à l'instar de ce qu'on a fait au moment de l'Arenh. Tu sais, quand on a mis en place l'Arenh, on a négocié avec Bruxelles, donc le 42 € n'était pas très très éloigné des prix de marché de gros. Alors malheureusement, c'était temporaire, mais pendant 15 ans, la Commission européenne a validé ce transfert exclusif pour les consommateurs français, qui permettait aux fournisseurs alternatifs de se développer, donc à la concurrence de se développer à l'aval. Ça n'a fait l'objet d'aucun recours, ni d'un État membre, ni d'une entreprise de l'Union. C'est évidemment ça qu'il faut faire aujourd'hui. Bon, par contre, j'ai entendu une chose sur laquelle je ne suis pas du tout d'accord, c'est le fait que les prix soient complètement décorrélés des coûts. Oui, les prix ont énormément augmenté pour tout un tas de raisons bizarres, mais ont énormément augmenté, mais en réalité avec les coûts. Parce que pendant cette crise, effectivement, les coûts ont énormément augmenté du fait de la corrosion sous contrainte, on l'a dit tout à l'heure, mais également du fait du prix du gaz qui a augmenté le coût de production alternatif à l'une nucléaire, à savoir les centrales gaz. Alors, si on voulait terminer, on va dire, cet échange, qu'est-ce qu'on a vu finalement? La question du départ, c'est pour ou contre. On a vu finalement que vous vous rejoignez avec des éléments différents pour dire, de toute façon, l'Arenh a eu ses limites. Et alors là, ce qu'on nous annonce, on peut le dire, catastrophique, hein, de vos points de vue. Ça serait quoi, Anne de Brajas, la solution, on va dire, idéale? Moi, je pense qu'il faut revenir à un monopole public comme le réseau, à un système public dans lequel on peut faire des investissements. Juste un mot quand même, effectivement, le nucléaire, il y a eu une estimation qui a été faite par RTE dans ses futurs énergétiques qui dit, quand on se finance à 1%, un taux de financement de 1%, il l'avait évalué autour de 45 € du mégawattheure, et quand on se finançait à 7%, on passait à 108 € du mégawattheure. Alors, peut-être que les chiffres vont être revus, mais je veux dire, c'est essentiel d'avoir de la stabilité et de la visibilité. Par ailleurs, les industriels disent aussi que pour électrifier des usages, qui est essentiel à la transition, il leur faut un prix bas, mais surtout prévisible. Il faut de l'équité de traitement, de l'égalité entre tous les usagers. Bon, ça, il n'y a pas 50 façons de le faire. Il faut donc avoir un tarif réglementé de vente pour tout le monde. Il faut avoir des investissements publics sur la durée, parce que même ce qu'on dit les contrats de long terme, dans le meilleur des cas, c'est 15 ans et on n'y arrive pas. On est plutôt à 3-4 ans. Enfin, le nucléaire, c'est 60 ans. Donc, il faut revenir à ce système. C'est absolument possible d'avoir un système public qui continue à rester intégré au marché européen pour les échanges exactement dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, qui continue à avoir recours à la concurrence du privé pour la construction des centrales. Enfin, il faut un jour se poser la question. On sort à nouveau, on sort d'une réforme des marchés extrêmement longue qui est arrivée à rien. Il faut se dire qu'on n'y arrivera pas. Si on n'y est pas arrivé aujourd'hui, on n'y arrivera pas. On sort d'une crise où certains ont vu leur facture multipliée par 3, 4, voire 10. Il ne se passe rien. La seule perspective qu'on a, c'est peut-être une disparition des tarifs réglementés de vente pour les plus petits consommateurs. Donc aujourd'hui, il faut se dire, soit on veut des tarifs qui reflètent l'ensemble des coûts de production, c'est un système public, soit on veut de la concurrence et des prix volatiles, incontrôlables et qui permettent le jeu de la concurrence. Et c'est autre chose. Et je pense qu'il faut choisir entre les deux. Moi, je pense encore une fois qu'il faut bien dissocier la production et la fourniture. Sur la fourniture, là où on n'est pas forcément d'accord, c'est que la concurrence sur la fourniture est absolument indispensable et pas du tout risquée. Parce que ce n'est pas la fourniture qui crée le gros du prix de l'électricité. En revanche, c'est bien le fournisseur qui est en lien avec le consommateur, qui doit lui proposer les services, les innovations, de manière à consommer moins et mieux, notamment en relation avec les enjeux de la transition énergétique, pour lui proposer des panneaux photovoltaïques, des bornes de véhicules électriques, un chauffage performant, de l'isolation. C'est le fournisseur qui est en lien avec le consommateur. C'est lui qui doit transférer les signaux économiques et les enjeux de la transition énergétique auprès du consommateur. Donc là, il faut de la concurrence. Il est évident qu'un monopole, aussi bon soit-il,
Et je tiens à le dire, en France, on avait un opérateur historique, un monopole, qui était plutôt très bon par rapport aux autres. Mais même un opérateur très bon, quand il est en monopole, il n'a pas forcément toutes les bonnes idées, tous les bons moyens, tous les bonnes innovations, et il ne peut pas tout faire non plus. C'est une question de coût derrière tout ça. Donc il faut de la concurrence dans la fourniture, ça c'est une certitude. Pour que cette concurrence dans la fourniture respecte la politique énergétique, il faut effectivement qu'on puisse avoir accès, on l'a dit pour le nucléaire, mais c'est vrai pour la production hydroélectrique, également un bien national. Il faut mettre en place une concurrence dans la production, également, de manière à investir dans la production de manière efficace, qui permettent de transférer ces avantages-là. Donc, il faut des mécanismes de transfert. C'est une certitude, on l'a déjà dit. Et après, dans la production, moi je pense qu'il y a deux types de concurrence. Il y a la concurrence sur l'exploitation en temps réel, et là vous l'avez dit, c'est un intérêt européen d'avoir une concurrence européenne dans l'exploitation, de manière à faire fonctionner les usines les moins chères en Europe. On peut organiser également une concurrence dans le développement des moyens de production. Là, il y a un enjeu évidemment étatique, parce qu'on parle de sécurité d'approvisionnement, et qui dit sécurité d'approvisionnement dit bien public. Donc cette concurrence dans la production, elle doit s'organiser de manière étatique, c'est une certitude. Je suis d'accord avec Anne, c'est pas simple, c'est un produit un peu compliqué, il y a deux sujets différents, c'est pas simple. Mais moi, ce que je regrette un petit peu dans le discours d'Anne, et je fais souvent la comparaison, imaginez qu'on ait une vieille voiture, très performante, très efficace, mais diesel, pas super belle, et qu'on se dise, un jour, je change de voiture, je préfère une voiture électrique, très ergonomique, plus jolie, etc. Manque de bol, cette voiture, elle ne marche pas. Et c'est un peu le sujet qu'on a aujourd'hui. Cette voiture, elle ne marche pas bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut renvoyer la voiture neuve chez le constructeur et reprendre la vieille voiture? C'est un peu ce que j'ai l'impression d'entendre aujourd'hui, ce qui me regrette. Ou est-ce que j'essaie de comprendre ce qui ne marche pas dans la voiture électrique neuve, qui sera plus performante économiquement et écologiquement? Moi, je suis dans cette ambition-là. J'essaie de faire en sorte que la nouvelle voiture va être beaucoup plus performante que l'ancienne, même si aujourd'hui, elle ne fonctionne pas très bien, parce que je reconnais que la libéralisation n'est pas du tout satisfaisante sur l'ensemble de ces points tels qu'elle a été mise en œuvre jusqu'à jour. Je pense que les gestionnaires de réseau apprécieront qui sont eux toujours en monopole, apprécieront sur votre comparaison de vieilles voitures diesel. Et je tiens quand même à dire que ça fait 20 ans que plus de 20 ans maintenant que ce marché est mis en place et qu'il ne fonctionne pas. Je ne dis pas qu'il faut revenir à ce qui était avant. Je dis qu'il faut revenir à un système public amélioré, bien sûr, intégré sur certains points, je suis d'accord, mais pas sur tous. Et certainement pas sur la fourniture. Et sur la fourniture, qui est des services d'accompagnement, effectivement, pour mieux consommer, c'est une chose, qui est l'activité de fourniture qui, quand même, consiste à acheter pour revendre de l'électricité sur laquelle vous n'avez aucun levier, ni choisir l'électricité, ni la stocker. Mais si, le levier, c'est de le choisir au bon moment. Il y a des prix négatifs. Est-ce que vous connaissez un fournisseur qui a l'opportunité d'acheter à prix négatif pour revendre à un client? D'accord, mais non, vous vous rendez compte? ça s'appelle du trading, parce qu'à la fin, non, mais pas du tout. À la fin, vous n'avez aucune action sur quelle centrale est démarrée à quel moment. C'est pas la question. La question, c'est que vous avez... En fait, l'électricité, c'est pas le même produit d'une heure à l'autre. C'est pas la même technologie, c'est pas la même économie, c'est pas la même écologie. Donc le rôle du fournisseur, c'est d'aller faire en sorte que le consommateur, en fonction de sa possibilité de modulation de consommation, aille chercher les kilowattheures les moins chers. C'est ça le rôle du fournisseur. C'est pour ça la consommation. Bien sûr. Alors je vous renvoie à la note de la CRE toute récente qui dit: aujourd'hui, le seul outil vraiment efficace qu'on a pour cette flexibilité, ce sont les tarifs réglementés de vente, tempo, etc. C'est ce que dit la CRE. Vous pouvez aussi demander à toutes les associations de consommateurs ce qu'ils pensent de la concurrence des Et l'autorité de la concurrence, ils en pensent quoi? Ah oui, non, mais ça, l'autorité de la concurrence, oui, ils disent pas ça. Ils sont pour la suppression des tarifs réglementés de vente. Excusez-moi, mais moi, je vous le dis, c'est pas les fabricants de lampes à huile qui ont inventé l'électricité, et c'est pas non plus les opérateurs en monopole qui vont aller créer de nouvelles offres et de nouveaux services qui vont effectivement modifier et révolutionner la consommation. On doit révolutionner la consommation. Si on veut que les consommateurs, notamment résidentiels, participent à tous les enjeux de la transition énergétique, il faut vraiment qu'on développe les services et les innovations qui permettent de le faire. Nous, chez Direct Energy, on a développé de nouvelles offres, des heures super creuses la nuit. Il y a aussi plein d'offres à créer entre l'été et l'hiver, etc. Oui, mais c'est très long. C'est très long parce que le marché. Il faut aussi aller sur les offres dynamiques qui sont extrêmement dangereuses pour le consommateur. Je ne suis pas favorable. Je suis pas favorable. Ça, c'est un dogme de la commission qui est pas bon. Je suis d'accord. Je suis dans un département qui travaille sur les outils de flexibilité, qui dit c'est un programme d'optimisation. Quand on veut faire en sorte qu'on ait la bonne consommation au bon moment par rapport à la production, il vaut mieux avoir une vue d'ensemble plutôt que chacun essaye de faire des leviers essaye de répondre à un besoin local. Ça fonctionne mieux. Qu'est-ce que EDF a proposé comme nouvelle offre depuis l'ouverture du marché pour faire ça? Bah oui, non, aucune. Qui a proposé? Mais si, bien sûr. Parce que ce qui est étonnant, c'est qu'avant l'ouverture du marché, EDF le faisait. EJP et Tempo, c'est des offres intelligentes que le monopole faisait tant qu'il était en monopole. Voilà, aujourd'hui, il ne le fait plus. Il ne le fait plus, malheureusement, parce qu'il n'y a pas assez de concurrence. Il n'y a pas une pression concurrentielle qui lui permet de le faire. Et puis les choses ont changé. Les collègues qui travaillent sur les outils de flexibilité, maintenant, on a un marché où plus personne n'est responsable de l'ensemble. Et donc, il faudrait peut-être que ce soit RTE qui active des leviers de flexibilité. Il n'a pas le droit. À part à très court terme,
à part un Ah, sur la transfert justement, qui n'a il y pas a le des droit, offres, ils doivent justement. proposer des offres. Les commerciaux, et eux, essayent de packager des offres vendables. Et celui qui est responsable de l'équilibre, il n'y a plus vraiment grand monde. Et comme vous le souleviez, EDF, à l'époque du monopole, était précurseur sur les tarifs heure pleine, heure creuse. Je me souviens d'avoir été en Grande-Bretagne où ils étaient impressionnés par ça. Donc, ce n'est pas vrai qu'un monopole ne peut pas apporter de l'innovation. J'ai pas dit Là, qu'il on pouvait a pas mis un apporter tel l'innovation. bazar J'ai que dit qu'il plus n'était pas personne. incité à le faire de manière optimale. Bah, La Gazprom, il concurrence l'avait permet de fait. le faire. Non. Si vous avez aujourd'hui qu'un seul fabricant de voitures, a priori, vous n'aurez pas exactement tout le choix de voitures que vous pouvez espérer. Il y a des femmes Moi, je qui le sont reconnais, mal. hein. EDF était un bon monopole. Mais je pense qu'il n'y aura jamais mieux que la concurrence pour développer les innovations et les services jusqu'au bout. Et d'ailleurs, en l'occurrence, il y a un point quand même qu'il faut bien comprendre. Est-ce qu'un opérateur qui est à la fois producteur et fournisseur est bien placé pour aller conseiller le client à économiser sa consommation alors qu'il a intérêt à amortir ses coûts fixes qui sont très importants dans la production? C'est un vrai sujet. Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'il faut séparer les deux activités, les séparer carrément. Et puis il y a d'autres qui pensent qu'il faut absolument les lier parce que c'est la même activité. Donc vous voyez, c'est 15 ans tous les deux, on voit bien J'irai plus loin, ouais. très compliqué comme sujet à traiter si facilement ça. Une conclusion, même si je pense qu'on pourrait continuer pendant longtemps le débat, en tout cas on a vu, on a très vite compris que c'était plutôt vers le contre. Anne de Bréjas, vous avez juste ajouter quelque chose et Fabien Chaudet, si vous souhaitez, pour terminer ce podcast. Oui, je pense on est quand même dans une période où on sait qu'il faut investir massivement, transformer le système électrique extrêmement rapidement et de manière efficace. Et là, on est dans un système dont on n'arrive pas à sortir. On le voit. Le post-arène est pire que l'arène, qui était déjà pas complètement satisfaisant. Donc, il faut aller vers plus de régulation et le système actuel de concurrence ne le permet pas. Je pense qu'il faut, à un moment, tirer le bilan de ces 20 ans d'ouverture à la concurrence. Vous voulez dire quelque chose en 30 secondes? Oui, en 30 secondes, je suis tout à fait d'accord, il y a énormément d'investissements à faire. Et ce que je constate, c'est qu'EDF ne pourra pas tout faire. Et d'ailleurs, un opérateur en monopole n'a jamais intérêt à tout faire. Donc évidemment, il faut de la concurrence, mais effectivement, compte tenu de la complexité de ce secteur-là, il faudra de la régulation en parallèle. Et moi, je propose, depuis que je travaille dans ce secteur-là, je propose de la régulation de manière à faire en sorte qu'on puisse bénéficier de l'ensemble de ces objectifs-là. Donc oui, il faudra de la régulation, oui. En tout cas, 31 décembre 2025, il y a de quoi s'inquiéter pour ce qui va se produire après. Ça sera à suivre de près. Merci à tous les dires, Fabien Chaudet, Merci. président de Fabelsi, et Anne de Bréjas, ingénieure de recherche chez EDF, porte-parole du syndicat Sud Énergie, d'avoir accepté cet échange qui a été vaste parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer. On a compris la complexité, mais c'est très bien parce que pour les consommateurs et ceux qui regardent leur facture d'électricité, c'est important de voir ce qu'il y a derrière. Merci d'avoir participé à Énergie à la Une et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.